Mon mot de minuit est autodafé, parce qu'il se trouve que, hélas, des autodafés ont été perpétrés récemment en Pologne et encore plus récemment en Turquie, notamment les livres qui concernent les opposants de Erdogan. Donc c'est un mot qui revient au devant de la scène. Mon mot de minuit, c'est architecture. D'abord parce que les architectures des villes et des lieux sont assez présents dans Cora dans la spirale, qui les photographie quand elle habite Berlin et puis ensuite quand elle travaille à la Défense, avec tous les jeux de reflets dans les tours. Et puis aussi parce qu'en tant que romancier, je suis très sensible à la construction romanesque, on n'en parle pas toujours assez, à la manière dont un récit trouve sa forme, ses contrepoids, et se construit comme un édifice, et ne tient pas seulement dans la phrase, mais donc aussi dans un effort de forme globale. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Les cerfs font leur nouvelle ramure sur leur os. Ils produisent de l'os de février à juillet, si bien que leur squelette devient vulnérable. Ils le savent, ils ont une extraordinaire perception de leur ramure. Le temps de la repousse, le clan se choisit un secteur difficile d'accès, sauvage, retiré. Cette zone de refait a toujours été chez toi, m'a dit Léo. Ce qui me faisait rêver, je les imaginais dans l'obscurité autour de nous. J'essayais de penser ces ramures qui repoussaient sur leur front. Il fallait se concentrer sur leur front, qui s'élevait d'un seul et très lent mouvement. Il fallait percevoir avec intensité ce mouvement, qui en hissait les deux branches maîtresses ou perches. Il fallait réfléchir au poids de ce mouvement et visualiser leur bifurcation partout à la fois, à droite, à gauche, chacune se terminant par une pointe. Peu à peu, de toutes mes forces, je tentais de concevoir l'architecture de l'ensemble qui se soulevait, se bâtissait, se fortifiait, en allant puiser de l'os au fond de leur corps et parfois dans leur chagrin, qui se haussait encore, enrobé de fourrure, jusqu'aux empaumures, tout en haut. Je ne suis pas sûr de n'avoir pas espéré une sorte de transfert d'énergie romanesque. Il aurait fallu beaucoup de drôlerie pour faire passer ça. La repousse peut atteindre 1 cm par nuit. La tige d'une ronce peut, elle, bondir de 5 cm la même nuit. Une ruche, pesée le matin, repesée le soir, peut avoir pris 1 kg de miel. Tôt le matin, quand on surprend les aubépiniers sortant en fleurs de la nuit, gonflés d'humidité, on ne sait pas tout de suite si on voit des cumulonimbus d'orage ou des amas de vaches aux mufles blancs. En une semaine, les cerfs ont allongé de 10 cm mon livre de quelques pages. Excellent conseil de lecture que Les Grands Cerfs, publié chez Grasset de Claudie Hunsinger, qu'on a déjà évoqué sur desmotsdeminuit.fr dans les lectures d'Alexandra. Et puis Hymne à la nature, hymne au respect de la nature. On va notamment en parler dans cette édition des mots de minuit qui reprend pour une nouvelle saison. Cette émission est consacrée à la littérature. Après le sommaire, dans une seconde, Brigitte Giraud et Vincent Message. Sommaire. Cora est une femme, orpheline de ses rêves, broyée à bas bruit par le néolibéralisme, et Vincent Message est un narrateur puissant, précis, de nos temps incertains. Il se pose en virtuose du mélange des genres littéraires. Dans Les Veilleurs, il la joue polar pour explorer la fascination des figures de meurtriers et de fous. Côté SF et dystopie, défaite des maîtres et possesseurs. Nous ne sommes plus l'espèce dominante du vivant, mais connaissons le sort réservé aux animaux. On dit ici humains de compagnie ou d'élevage industriel. Roman de crise écologique. Et voici, réalisme contemporain, Cora dans la spirale, d'un système qui lamine les individus. L'open space comme illusion et le harcèlement comme dommage collatéral. Sinon, Message enseigne la littérature comparée et dirige un master de création littéraire à l'université. Livio est gay et personne ne le sait dans sa classe. Son exposé sur les autodafés nazis est l'occasion d'essayer de le dire. Jour de courage pour parler de Magnus Hirschfeld, médecin juif, militant de l'égalité homme-femme et des droits des homosexuels dans l'Allemagne d'avant Hitler. Et donc de lui, Livio, 1 siècle et demi plus loin. La solitude irréductible dans la famille ou le couple, dans une terminale.
Le masculin, le point de bascule entre héroïsme et saloperie sont des thèmes de prédilection de Brigitte Giraud depuis La Chambre des parents en 1997. Un loup pour l'homme de la romancière et nouvelliste née en Algérie et habitant Lyon a fait l'objet d'une lecture musicale avec Bastien Lallemand. Ça tombe bien, c'est la musique de cette émission. Métisse, radical, réjouissant, c'est Des mots de minuit. Bonjour Brigitte Giraud. Bonjour. Bonjour Vincent Message. Bonjour. En général, je ne commence pas une émission comme ça, mais à chacun, je vais demander de présenter vos objets. Quel est l'objet qui vous prolonge? C'est la question rituelle. Donc je vais vous demander à chacun de présenter maintenant votre objet, parce que votre objet est très signifiant de ce que vous écrivez et des sujets qui vous préoccupent aujourd'hui. Brigitte, est-ce que vous pouvez me montrer votre objet? Ouais. Alors l'objet que j'ai apporté, j'ai dû l'emballer assez délicatement. Il a une odeur aussi. C'est un peu particulier. C'est un livre qui a brûlé. Il a vraiment une odeur encore après toutes ces années. C'est un livre que je lisais il y a fort longtemps devant une cheminée et quelqu'un dans mon entourage, je ne vous dirai pas qui, pour ne pas être désagréable, a jeté ce livre dans la cheminée. C'est dans le labyrinthe d'Alain Robbe-Grillet. Et au moment où vous m'avez demandé d'apporter un objet, je me suis dit qu'il avait un lien évident avec le sujet de Jour de courage qui met en scène cette montée du nazisme avec les premiers autodafés et tout un tas d'autres choses extrêmement violentes. Et l'idée de la destruction du livre, du langage, de la pensée qui n'est pas conforme. Jour de courage, c'est votre dernière publication chez Flammarion. Vincent Message, quel est l'objet que vous avez avec vous? J'ai apporté un appareil photo, que voici, qui m'a beaucoup servi dans la rédaction du roman Cora dans la spirale dont je vais parler aujourd'hui. Parce que Cora est photographe, c'est sa première vocation, c'est sa passion. Et donc je l'imagine faisant l'apprentissage de cette pratique artistique, notamment quand elle vit à Berlin, et puis ensuite essayant de reconduire ça à Montreuil, où elle habite, en banlieue parisienne, ou bien à La Défense, où elle travaille. Et ça joue donc un rôle important dans sa vie. C'est pour elle une manière de en garder des traces, de saisir des instants, de saisir les visages. Elle s'intéresse énormément aux visages des autres, dans la rue, dans l'espace public, etc. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui compte dans ma pratique de l'écriture, la photographie, parce qu'au fond, des lieux dont je me dis qu'un jour, ils pourraient ressurgir dans un texte. Et parfois, il s'écoule 10 ans entre le moment où la photo est prise et le moment où ce phénomène d'affleurement se produit. Et ben, c'est comme une autre manière de prendre des notes. C'est-à-dire, j'ai les carnets, et les carnets sont importants. Et puis, il y a l'appareil photo. Ça, c'est le vôtre? C'est le mien. Alors, j'en souhaite à Cora un peu plus performant, mais disons que celui-là m'a fait de l'usage et m'a quand même beaucoup aidé. Et vous ne vous servez pas d'iPhone ou de smartphone? Bah, si, puisque la prise de notes, elle peut se faire à la volée. Donc, si je vois quelque chose dont je veux garder le souvenir, le téléphone va me servir aussi. Mais c'est vrai que malgré le fait que l'objet soit un peu plus lourd, j'aime bien avoir aussi un appareil réflexe comme ça. Deuxième question pour tous les deux aussi. Pourquoi est-ce que vos livres sont toujours inscrits dans la société ou dans l'histoire de la société ou dans le questionnement de la société? Pourquoi est-ce que la littérature est une manière de dire la société? Et pour vous, Brigitte, et pour vous, Vincent? Moi, il me semble qu'un individu ne peut vivre, en tout cas la vie d'un individu n'a de sens que si on voit les différentes dimensions, c'est-à-dire la dimension intime, la dimension sociale, le contexte dans lequel il vit, l'époque, et puis une dimension historique qui a un lien à la transmission, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant lui, qui fait qu'il est le fruit de l'histoire. Et pour vous, Vincent? Oui, je suis assez d'accord avec ça. On écrit à partir de ce dont on se nourrit aussi. Et ce dont on se nourrit, c'est de l'expérience directe, ce qu'on vit soi-même. C'est aussi beaucoup d'expériences indirectes, ce que vivent les gens autour de nous, les fictions dans lesquelles on baigne, les nouvelles qu'on reçoit par les médias. Et tout ça forme le terreau ensuite de l'écriture. Donc moi, je ne me verrais pas raconter une trajectoire individuelle sans voir en quoi elle reflète un réseau plus large, des ramifications vers le passé, comme le disait Brigitte,
comment la position d'un individu peut contraster avec celle d'un autre qui habite la même ville ou qui est de la même famille ou qui travaille dans la même entreprise. J'ai besoin de cette pluralité de points de vue qui, du coup, tout de suite, nous sort de l'individu et nous amène plus vers le social. Cora dans la spirale, de quelle spirale s'agit-il? De quel vortex s'agit-il? C'est une forme de descente aux enfers d'une femme qui a la trentaine, qui, je le disais tout à l'heure, habite Montreuil. Elle travaille dans une compagnie d'assurance. Borrelia? Voilà, compagnie qui d'abord était une compagnie de capitalisme familial qui se transmet de père en fils, qui a une vocation assez sociale, mutualiste, de solidarité entre les individus. Et puis est rattrapée par la crise parce qu'elle s'est trop exposée à des produits bancaires toxiques, donc en 2010. Et elle va être restructurée, rachetée par des actionnaires qui lui appliquent des méthodes de management beaucoup plus agressives. Au moment où le roman s'ouvre, Cora, elle vient d'avoir une petite fille qui a 3 mois, elle reprend le travail, c'est vraiment le jour de sa reprise du travail. Elle reprend le métro pour la première fois depuis un certain temps. Et son environnement professionnel va se dégrader très vite, de multiples manières. Un chef avec qui elle s'entendait bien qui part, un déménagement de la boîte pour réduire les coûts du quartier de Saint-Lazare qu'elle aimait bien à une tour de la Défense où elle se sent beaucoup moins à l'aise, même physiquement, corporellement. Et donc je raconte la façon dont une crise qui est d'abord une crise économique mondiale qui part de Wall Street va avoir des conséquences sur la société française de cette période-là et sur sa vie jusqu'au plus intime, c'est-à-dire jusqu'à sa famille, jusqu'à sa sexualité, jusqu'à ses rêves. Ce qui est étonnant, c'est que, et on l'entend bien dans ce que vous dites, vous questionnez toujours le système et pas l'anecdote, ou en tout cas pas l'anecdotique ou le personnel. Une manière d'illustrer la spirale dans laquelle est Cora, ou dans laquelle s'inscrit Cora, et les petites phrases des banquiers, ajoutées aux petites phrases des amis plus bourgeois, ajoutées aux petites phrases qui échappaient à ses parents et à ceux de Pierre. Pierre, c'est son mari qui avait dû se porter caution, ajoutées aux remarques de Pierre quand il était de mauvaise humeur ou qu'il en avait marre de devoir si souvent la ramasser à la petite cuillère, ajoutées au désir plus grand qu'elle sentait croître en elle de se poser, d'être un peu plus tranquille, de donner naissance à un enfant. Ces petites phrases accumulées et ce désir de plus en plus grand ont eu raison du rêve, l'ont convaincu d'y renoncer, ou au moins de le remettre à plus tard. Parfois, lorsqu'elle reçoit d'Agathe Kerlan ou de Franck Tomaso des séries d'ordres et de contre-ordres, des ordres tour à tour sensés et absurdes, des contre-ordres qui tantôt la soulagent et tantôt l'exaspèrent, elle se dit qu'à l'époque, elle a souffert de cette liberté trop grande, et que maintenant, elle souffre de l'avoir à ce point perdu, ce qui dessine dans son esprit un tableau peu flatteur, autoportrait de l'artiste en éternelle insatisfaite, jamais contente et bonne à rien. Oui, la liberté, c'est celle qu'elle a eue quelques années en cherchant à se lancer dans la photographie. Dans la photo, oui. Puis c'est un milieu très dur, très précaire. On a du mal à se faire payer, à avoir des commandes. Elle veut faire du reportage, on n'en fait plus tellement. Et donc elle se rend compte au bout d'un moment qu'elle est déprimée par ça. Elle n'a pas l'étoffe, ou peut-être pas le talent. Enfin, en tout cas, elle est en doute. Et donc elle décide de faire du marketing. Elle a une occasion dans une compagnie d'assurance. Et au début, ça lui convient plutôt. Mais c'est évidemment un choix de raison, dicté aussi par les considérations dont cette citation comme ça accumulative rend compte. À un moment donné, elle dit à ses amis, on a l'impression qu'on a le choix dans l'économie actuelle qu'entre faire des choses qui nous passionnent mais crever à la faim, ou faire des choses ennuyeuses et avoir une vie normale. Alors il y a évidemment des gens qui arrivent à échapper à cette équation difficile, mais dans sa génération, elle est née en 81, elle entend parler de la crise depuis sa naissance. Dans sa génération, et à cette période-là précisément, c'est particulièrement compliqué à résoudre. Dans cette société que vous décrivez, notamment aussi dans vos livres précédents, ou telle que cette société pourrait dégénérer, est-ce que finalement être intellectuel et romancier, c'est une protection? Oui, c'est un statut... Ou journaliste, hein? C'est un statut assez privilégié, je pense, parce qu'on a le temps de réfléchir à ce qui se passe autour de nous et peut-être de voir un peu plus passer nos vies. Même si journaliste, on est plus dans l'urgence. Moi, ça me va mieux d'être romancier, quitte à de temps à autre publier dans les journaux, parce que je peux être dans le temps long, je peux essayer à la fois quand un phénomène m'intéresse, donc par exemple ces métamorphoses du capitalisme contemporain, la souffrance au travail, le néo-management, etc. Avant d'écrire dessus, j'ai pu enquêter un certain nombre d'années et à mon rythme là-dessus. Et puis aussi, artiste ou intellectuel, on a un rapport à la vie ordinaire. Voilà, on est parfois
simplement chez soi ou en promenade. On ne travaille pas toujours à un bureau, on n'est pas toujours astreint à des horaires. Donc c'est à la fois pas mal de précarité, souvent, hein, le statut des auteurs est très fragile, et en même temps une liberté que Cora, une fois qu'elle l'a perdue, va regretter parfois amèrement. Et pour vous, Brigitte, être romancière aujourd'hui, c'est... En fait, il y a deux choses. Pour moi, c'est l'endroit qui me permet de comprendre le monde et de comprendre ce que je vis. C'est le seul moment où on se pose vraiment et où on essaye de se mettre à l'épreuve des mots dans la recherche du mot juste qui fait écho à la situation. Il en manquera toujours un. Il en manquera toujours un. Il faut choisir entre plusieurs mots et c'est vrai que l'épreuve de la justesse permet vraiment de se situer d'un point de vue de la famille, d'un point de vue de la relation amoureuse, d'un point de vue du travail, d'un point de vue, encore une fois, dans l'histoire, ou même dans une salle de classe. Je vois le livre J'apprends posé sur la table. Et en même temps, c'est un rapport au temps qui se dédouble. Moi, c'est la seule astuce que j'ai trouvée pour ne pas être trop déçue par rapport à l'existence. C'est-à-dire, c'est une façon de vivre deux fois. D'avoir une vie qui se déroule, qui a du sens probablement, et puis à côté d'avoir comme un petit laboratoire dans lequel je fais des expériences. Une sublimation. Et alors je ne sais pas si c'est une sublimation, mais c'est plus mécanique que ça, c'est presque comme des Playmobil que je mets à l'épreuve de l'existence. Et ça me plaît bien d'avoir ces deux espaces. Vincent, je vous propose l'extrait d'un documentaire du magazine Infrarouge de 2017 qui portait sur le harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous, c'était le titre de ce documentaire dont les droits sont à Capa Presse TV, documentaire réalisé par Andrea Rowling-Gaston et Laurent Folléa. Regardez. Ça a été très très vite explicite. Je t'imagine derrière mon bureau, là tout de suite j'ai envie de te bouffer les seins. Il dit qu'il a un droit de cuissage sur moi. Il voulait que je mette des habits très très courts, que je sois presque dénudée en fait. Il m'a demandé de laver toutes les étagères du bar, profitant du fait que j'étais en jupe pour bien se rincer l'œil. Oh ça va, c'est pas un viol. Qu'est-ce qu'on peut dire face à quelqu'un qui dit oh ça va, c'est pas un viol? C'est pas des blagues, c'est pas marrant, c'est pas sympathique, c'est pas agréable. Lui, il est encore en poste, et moi, me retrouver à la porte parce que j'ai pas voulu coucher avec mon patron. Mais c'est dégueulasse. J'ai pas un mot plus joli et plus clair que ça, c'est dégueulasse. Voilà donc un aspect particulier du harcèlement au travail. Ça peut être sexuel, mais ça peut être moral. On l'a vu récemment avec France Télécom, procès que vous avez suivi et que vous avez relaté dans le journal Le Monde. Pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça à décrire le harcèlement ? Parce que là, on est bien dans une spirale, c'est-à-dire que tous les éléments qu'il constitue peuvent être au sein de l'entreprise, mais prennent en compte des choses complètement extérieures, donc accentuent du dépressif, par exemple. C'est un des symptômes du mal-être de Cora, hein, cette violence qu'elle subit. Alors, la pression, elle est exercée sur tous dans l'entreprise. Et le roman essaye de le montrer. Il y a une galerie de portraits. Je n'ai pas voulu focaliser sur un duo victime-harceleur, par exemple. Donc, on a le personnage du PDG comme on a le personnage de l'assistante. Absolument. Il y a des collègues pour qui ça va mieux que pour d'autres. On est, une fois de plus, dans ce système ou dans ce réseau de personnes avec des points de vue divers. La pression, elle est subie par tous. Et une des formes qu'elle prend, c'est la domination masculine. Donc elle est certainement décuplée pour les femmes. En particulier pour les femmes de l'âge de Cora, parce que reprenant son travail en tant que mère d'un enfant qui vient de naître, elle risque de heurter un plafond de verre dans sa carrière assez vite. Elle risque de courir beaucoup plus, de ne pas avoir le temps, par exemple, je la montre, qui tend une sorte d'arbre de Noël où elle aurait pu échanger avec des collègues de manière informelle, mais aussi réseauter, comprendre un peu mieux ce qui se passe dans l'entreprise. Mais non, il est l'heure, elle est déjà en retard pour aller récupérer sa fille. Et donc elle file là où, évidemment, des hommes de son âge vont être plus nombreux à rester. Le lieu du métro est un lieu important. Hein, Bien sûr, parce que la pression commence dès le matin.
Et la domination masculine s'exerce aussi dans le métro. Certains symptômes sont maintenant bien médiatisés, hein, du manspreading, quand les mecs écartent les jambes dans les wagons, aux frôleurs, qui sont plus de l'ordre de l'agression sexuelle directe, etc. Donc, alors c'est parfois brutal, direct, comme les témoignages qui ont été entendus à l'instant, très explicites, sans phare. C'est parfois beaucoup plus insidieux. Et moi, au fond, je n'ai pas voulu prendre un cas extrême et simple. J'ai pris un cas où l'exercice du lien hiérarchique normal, dans un climat où l'entreprise a des vrais efforts à faire pour se redresser, se mêle à quelque chose de beaucoup plus psychologique qui est un rapport de séduction et de pouvoir, avec des affleurements où ce harcèlement moral tourne au harcèlement sexuel, mais sans que ça en soit la forme principale. Donc dans le lien entre Franck Tomaso, ce manager que je décris, qui est le N+2 de Cora, et elle, c'est quelque chose comme ça d'assez indémêlable qui se joue. Et donc aussi derrière, et si on revient au procès à France Télécom, les suites judiciaires sont complexes. Les choses sont compliquées à établir et à caractériser. Et c'est une des raisons pour lesquelles souvent ce sont les victimes qui se retrouvent dehors et pas les prédateurs ou les agresseurs. C'est parce que beaucoup de ces choses-là ne laissent pas de traces, se jouent à l'oral. À l'oral et pas à l'écrit. Sont sur une frontière comme ça entre la hiérarchie normale et puis l'abus de pouvoir. Ce que vous soulignez sur le papier auquel je faisais allusion tout à l'heure dans Le Monde, c'est effectivement le rôle du top management. Donc il peut y avoir un harcèlement managérial aussi, pas seulement un harcèlement moral. Et puis le jugement est mis en délibéré pour ce qui s'est passé chez France Télécom entre 2005 et 2011. C'est ça, il y a 19 suicides, il y a 12 tentatives de suicide, il y a 8 dépressions. Et la peine, c'est 1 an de prison maximum et 15 000 € d'amende. Donc c'est quand même très limité. Ce qui était et je reviens à cette idée du système. Il y a un harcèlement par rapport à Cora, mais ceci se situe dans un système qui est une mécanique entrepreneuriale. Et cette mécanique entrepreneuriale, elle se situe dans un capitalisme triomphant ou se recherchant un renouvellement. Oui, le choix qu'ont fait les juges d'instruction sur le procès France Télécom, c'est de ne pas convoquer les N+1, qui sont ceux qui ont pu dire aux gens, ton poste est supprimé, cet outil n'existe plus, cette mission n'existe plus, il va falloir que tu te décides pour une mobilité géographique ou de changement de poste, mais que les prévenus, ce soit le top management, et donc on cherche à définir ce que pourrait être un harcèlement institutionnel lié à une politique managériale. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la question de la responsabilité indirecte, qui moi me fascine. Elle me fascine dans bien des domaines. Elle me fascine également dans le domaine écologique, où le type qui conduit un 4x4 aux États-Unis a un impact sur la vie de gens en Indonésie où Jakarta est sous les eaux et va devoir déménager. Bon. Mais dans le monde de l'entreprise, la responsabilité indirecte, c'est aussi quelque chose de très important, puisque ce PDG qui connaît à peine Cora, qui l'a croisé 2 fois lors de présentations, à qui le visage de Cora ne dit rien quand à un moment donné on lui montre une photo d'elle, eh bien, il a en fait un rôle important dans sa vie, il a un impact sur ses conditions d'existence, sur son temps le plus quotidien. Et donc voir comment la responsabilité peut s'établir, mais aussi comment elle se dilue, comment les gens subissent de la violence, mais aussi parfois en infligent, ça, je trouve ça assez passionnant littérairement. C'est une vieille question littéraire, cette culpabilité diffuse, par exemple, c'est celle que met en scène Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, où le père est assassiné, il y a 3 fils légitimes, un fils bâtard, ils ont tous l'impression d'être coupables, et alors qu'ils peuvent aussi tous se dire innocents. Comment la télévision parle de ce qui s'est passé chez France Télécom? Je propose de regarder un sujet qu'on a retrouvé qui date de décembre 2009. Regardez la manière dont ce que vous dites littérairement et puissamment dans ce livre sur de nombreuses pages, je vous poserai la question après de la longueur de vos livres, voici comment c'est évoqué pour le grand public. 80 000 questionnaires. Et au final, cette synthèse de 75 pages. Voilà ce qui a été remis à la direction et au syndicat de France Télécom. Le rapport est édifiant. On y apprend que 92% des salariés ont éprouvé du stress. 65% d'entre eux estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées. Enfin, 96% se disaient fiers d'appartenir à France Télécom dans le passé. Ils ne sont plus que 39% aujourd'hui.
Pendant 4 ans, une centaine d'alertes portant sur le stress et les intentions suicidaires de certains membres du personnel avaient été transmises aux dirigeants. Des appels restés sans réponse, de quoi disqualifier la direction actuelle pour certains syndicats. Est-ce que la direction actuelle est capable de faire cette révolution, puisqu'on pourrait même parler de révolution? A priori, on en doute, nous en tant que fédération, sans doute que c'est la nouvelle équipe dirigeante qui pourrait éventuellement faire cette rupture-là. L'avenir nous le dira. France Télécom est au pied du mur, contrainte de reconnaître les dysfonctionnements qui ont provoqué cette situation de crise. C'est un audit qui est sans concession, mais qui est pertinent et qui nous permettra d'avancer dans les solutions à cette crise importante que l'entreprise connaît. S'il y a des évolutions, s'il y a des transformations, parce que cette entreprise va continuer à évoluer, nous sommes sur des métiers de haute technologie, eh bien ceci ne se fera pas comme avant. Direction et syndicats doivent se rencontrer dans la semaine. Ils évoqueront ensemble les mesures à prendre pour tenter d'enrayer le mal-être pointé du doigt par l'audit. C'est QFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. On voit bien comment une société... Alors, ce que vous dites aussi dans le journal Le Monde, c'est que c'était une société qui n'avait pas vu le virage numérique, donc qui n'avait pas fait les investissements nécessaires et qui, par ailleurs, était extrêmement endettée. Dans votre livre, dont on ne dira pas pourquoi vous l'avez construit de cette manière-là, puisque ce livre est écrit avec du recul par un narrateur dont on découvrira l'identité à la fin du livre. Mais vous décrivez des situations de travail qui sont tellement... dont on entend parler tous les jours dans les dîners qu'on peut avoir les uns ou les autres, ici ou là. Donc, par exemple, l'open space. Voilà ce que ça donne chez vous. Il y a le bruit que rien n'arrête, les conversations que son oreille attrape, pro ou privées, qui en tout cas ne la regardent pas. Parfois, c'est le but affiché, la transversalité. Elle entend poser une question à laquelle elle a la réponse, un problème sur lequel elle a un avis, et elle peut réagir. Mais cela suppose de s'interrompre, au risque qu'il soit plus difficile de replonger dans le travail. Elle a des collègues que ça ne dérange pas de s'interrompre à tout bout de champ. Ils écoutent mine de rien toutes les conversations et ils font ingérence dès que ça les intéresse, même si ce n'est pas du tout à eux qu'on s'adressait. Certaines voix s'élèvent haut pour un oui ou pour un non, s'affranchissent de tout contrôle de leur propriétaire. Chacun est incité à travailler son répertoire de mimiques connotant l'exaspération. Une collègue a un jour apporté des panonceaux avec marqué en lettres capitales « abrège » et puis moins fort, et puis on a compris. C'est là qu'on se rend compte, commente Cora à Pierre, que toutes les voix ne sont pas belles, loin de là. Voilà ce que vous dites, hein. Et puis une centaine de pages plus loin, un organigramme idéal de ce que devrait être le siège finit par être transmis à chaque directeur de service. Il ne s'agit pas de le mettre en place tel quel, mais il dessine un horizon. Les consultants de Nielsen ont établi des objectifs différenciés en étudiant ce que réussissait à faire la concurrence. Au marketing, s'est souvenu Franck, lorsque je l'ai vu au Vésiné, il y avait, si je ne dis pas de conneries, 15% d'équivalent temps plein en trop quand tu regardais la moyenne dans l'industrie corrigée des spécificités de la boîte. Donc on m'a demandé de faire moins 15% de masse salariale avant la fin de l'année, et si je poussais jusqu'à moins 20, que ça nuise à l'activité, j'ai compris qu'on m'en serait reconnaissant. Voilà un peu comment vous décrivez le monde de l'entreprise. Cette entreprise-là, c'est l'assurance, mais quand on assiste à des dîners aujourd'hui ou à des conversations, on s'aperçoit que tous les secteurs d'activité sont concernés et qu'il s'agit bien d'un système et d'un capitalisme qui mute, hein, ou qui essaie de muter en respectant plus ou moins, et plutôt moins dans vos livres, l'humain. Oui, bien sûr, c'est cette rationalité économique, hein, dont le statut rationnel d'ailleurs peut être questionné. Est-ce que l'open space améliore la productivité? Ça réduit les coûts, c'est sûr. Est-ce que les salariés qui ont les pires difficultés de concentration et qui pour certains ressentent un sentiment de vide ou de dégoût parce qu'au bout de 2 heures, ils n'ont rien réussi à mener à bien comme tâche importante à force d'être interrompus, est-ce que ça améliore vraiment la productivité? J'imagine qu'on aura plus de recul avec des études là-dessus un peu plus tard. Bon, il y a évidemment parfois le ton de la satire, hein, on l'a entendu dans le premier passage que vous avez lu, parce que cette vie de bureau, c'est une expérience de comédie sociale aussi, très clairement. C'est une expérience physique, j'essaie vraiment de la restituer comme telle, c'est-à-dire qu'est-ce que cette tour donne comme nourriture à Cora.
Alors pour les yeux, c'est magnifique, les vues sur la région parisienne, l'architecture qu'elle voit autour d'elle, ça c'est très beau, ça lui plaît en tant que photographe. Mais en tout ce qui concerne l'ouïe, en ce qui concerne l'absence de fenêtres qu'on puisse ouvrir, en ce qui concerne les maux de crâne, etc., là c'est beaucoup plus compliqué. Et donc elle va chercher par moments à entrer en résistance, à se dégager de ses contraintes, à plaider avec une autre rationalité le fait que ça nuit à l'ambiance de travail, ça nuit à la solidarité entre collègues, ça nuit même à la rentabilité. Mais évidemment, en face, il y a d'autres impératifs plus importants et on a tendance à faire la sourde oreille à ce qu'elle peut bien affirmer. Vincent Message, parlons, et Brigitte Giraud pourra intervenir, revenons sur la littérature telle que vous la pratiquez. 4 romans, ceci est le 4e. Le 3e. 3e. Un essai, oui. Donc 4 livres, dont 3 romans et un essai, qui avait pour titre Romancier pluraliste. Hein. Vous êtes vous aussi un romancier pluraliste, mais quand on regarde votre manière de fonctionner, votre manière de structurer vos textes, on peut avoir une idée de science-fiction, une idée de policier, autrement dit, vous mélangez les formes. Il y a systématiquement le conte philosophique, la fable, enfin, il y a tout ça. D'où vient ce pluralisme chez vous ? Je crois un goût pour la diversité comme expérience humaine fondamentale. Moi, si je suis romancier, ça rejoint des choses qu'a dit Brigitte tout à l'heure, c'est parce que j'aime le dédoublement, mais à l'infini. C'est-à-dire, la vie ne me suffit pas, la mort me paraît un grand scandale, et donc, à défaut de pouvoir vraiment y échapper, se mettre en état de connaître des domaines dans lesquels je ne travaille pas, de vivre des vies qui ne sont pas la mienne, c'est quelque chose de très important pour moi. Et de même, je n'ai pas envie d'écrire toujours le même roman. J'aime jouer avec les codes, avec les formes. Donc c'est vrai que mon premier roman, L'éveilleur, mêlait autour d'une figure de meurtrier dont on se demande s'il est responsable de ses actes. L'univers mental. Oui, voilà, d'un meurtrier qui commet un crime de rue. Bon, ça mêlait le policier et puis quelque chose de l'ordre plus de l'onirique, ou voire du fantastique. Des Fêtes des maîtres et possesseurs, le 2e, est une sorte de conte où j'imagine une inversion des rapports entre les hommes et les animaux. Il y a une nouvelle espèce dominante qui asservit les hommes, qui les réduit au statut entre autres d'animaux de boucherie. Mais ça parlait aussi de notre monde, et de l'épuisement des ressources dans notre monde et de la surconsommation, en particulier évidemment de viande et de poisson. Et puis, Cora dans la spirale se présente très différemment à première vue, c'est-à-dire comme quelque chose de plus immédiatement réaliste. C'est la France contemporaine, des Cévennes à la Normandie en passant par la région parisienne. Mais là aussi, il y a le pluralisme, pour moi, c'est quoi ? Ça consiste à essayer de comprendre comment s'affrontent des gens qui ont des valeurs différentes, des vies différentes, des expériences physiques différentes, que les points de vue soient balancés, c'est-à-dire qu'on aille aussi chercher le point de vue de l'adversaire. Donc par exemple que ce manager Franck Tomaso, qui n'est pas très sympathique à première vue, on essaye de comprendre comment il raisonne. C'est un enfant bâtard. C'est un bâtard, par exemple. C'est quelqu'un qui a une volonté de revanche sociale assez forte. Il a un père grand bourgeois, mais lui, il a à peine eu accès à ce père. Il a l'impression qu'il s'est fait tout seul, alors que c'est faux. En fait, il a grandi dans un environnement assez privilégié. Qu'on entre dans ses motivations pour qu'on comprenne mieux ensuite, quand il est dans des actes un peu de violence, que ce n'est pas une violence substantielle, ce n'est pas un méchant, mais que c'est des comportements induits par un certain nombre de circonstances par lesquelles il est passé. Comment vous réagissez, Brigitte, par rapport à la manière dont Vincent entend la littérature ? Je me sens qui est toujours un enjeu de société, qui a toujours à voir avec un enjeu de société. Oui, je me sens assez proche. Et en même temps, j'écoutais ce que disait Vincent et je me disais que la forme était quelque chose d'extrêmement important quand on est dans l'énergie des premières pages de l'écriture d'un livre. Et c'est très important de savoir qui va prendre en charge le récit. C'est-à-dire qui va dire je. Moi, en écoutant Vincent, je me disais que mes premiers romans avaient été tous écrits au je, que j'avais besoin d'être dans des monologues intérieurs, quitte à ce que ce soit des monologues conduits par des hommes. Il y a, je crois, 3 livres sur 8 ou 9 écrits un je masculin. Et puis, progressivement, je suis passée au narrateur, au il ou elle, le fameux narrateur omniscient, pour des raisons sur lesquelles autour desquelles je m'interroge encore aujourd'hui, mais
moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la question du lien. Le lien qu'entretiennent les êtres humains entre eux, à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un espace plus grand qui peut être le premier espace collectif, qui est une salle de classe, par exemple, d'un espace encore plus grand qui est le monde de l'entreprise, sur lequel j'ai également travaillé, et puis ces cercles concentriques, ou dicentriques, je ne sais pas si on dit comme ça, vont aller embrasser la société au sens plus large. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la façon dont les êtres humains passent toute leur énergie à travailler sur le lien qui les unit, des liens d'amitié, des liens d'amour, etc. Et comment ces liens, évidemment, se détruisent, se modifient et disparaissent, et qu'est-ce qui se passe après la catastrophe? Comment l'être humain est obligé de... La question de l'échec. Exactement. Parce qu'on parle de l'individu, et en revanche l'économie ne supporte pas l'échec. Voilà. Comment on fait pour essayer de retrouver une vie après la catastrophe, quelle qu'elle soit? L'homme est un loup pour l'homme. Alors c'est intéressant de revenir sur cette idée de Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Vous qui aimez aussi la dimension conte philosophique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cora elle-même va licencier, va virer certains de ses collaborateurs, donc ce qui va la mettre dans un trouble absolu, mais pour le coup, elle-même est contrainte aussi à faire le ménage, si j'ose dire, dans son service. Et puis, par rapport à votre livre « Défaite des maîtres et possesseurs », c'est Descartes. Je voulais vous signaler chez Flammarion Cadavrexki, qui est un premier livre d'Agustina Basterica, qui reprend la thématique, c'est-à-dire que les rôles sont inversés. C'est la juxtaposition des mondes et c'est le rapport au vivant. Et là, dans ce livre-là, comme dans votre livre, Défaite des maîtres et possesseurs, l'homme devient un homme de compagnie, l'homme devient un animal pour l'abattoir, ou une femme de compagnie, c'est l'humain en général. Et ceci existe aussi dans ce livre-là qui sort en cette rentrée étranger chez Flammarion. C'est tout à fait étonnant. Vous êtes comment dirais-je, pour ou contre la croissance? La question vient comme ça, mais vous êtes antispéciste, j'imagine. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, hein. Mais vous êtes un décroissant ou un encore croissant? Ça fait maintenant quand même 5-6 ans que je lis beaucoup sur les questions écologiques. Je les trouve passionnantes, celles de nos rapports aux autres animaux en particulier. Donc c'était effectivement des sujets de mon dernier roman. Et du coup, je me fie à ce que dit la science aujourd'hui, c'est-à-dire que la croissance, elle va s'arrêter. On est dans un monde de ressources finies. Donc en fait, la décroissance, c'est pas un choix ou une lubie, c'est une nécessité, une réalité factuelle du siècle à venir. On a deux manières de la vivre. On peut la planifier, l'organiser, essayer d'atténuer les chocs sociaux qu'elle va nécessairement produire, qui fait qu'on est dans ce monde de ressources rares où les entreprises réduisent leurs coûts, qui fait que l'énergie va devenir plus chère et plus rare également. Ou bien on peut continuer à avoir une consommation de ressources qui n'est pas juste stable ou en croissance linéaire, mais en croissance exponentielle depuis 1945, auquel cas la décroissance aura lieu, mais sous la forme d'un effondrement de notre modèle productif. Donc je ne crois pas tellement que ce soit un choix, en fait. Je crois que c'est juste lire les rapports du GIEC, écouter les experts, et ensuite se dire comment on veut la vivre, la décroissance. Non, mais c'est bien... Parce qu'en même temps, bon, voilà, j'aime bien aussi, parce que ce que j'aime bien chez vous, c'est que je conseille souvent des livres qui permettent de lutter contre l'immédiateté. Vous faites de gros livres et ça permet de lutter contre l'immédiateté contemporaine, de retrouver le temps de lire. Bon, voilà. Cora dans la spirale, Vincent Message. On fait une pause musicale et on continue cette conversation. Une pause musicale avec quelqu'un que vous connaissez, Brigitte, c'est Bastien Lallemand. Bon. On l'a rencontré à Avignon l'été dernier à l'occasion de ses siestes acoustiques. Voici un extrait de son nouvel album, Danser les filles. Le titre, c'est Avant midi. Viens, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps, j'ai douté longtemps,
je l'ai redouté, le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. Combien j'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les forêts. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. Avant la nuit, je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé, ce que la vie nous a gâtés. Donne-moi ton dernier trot, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps, redouté longtemps, je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé de t'emmener faire le dernier tour de nos prés. Bastien Lallemand, Brigitte Giraud, avec lequel vous avez fait une lecture musicale. Vous oui, avez travaillé ensemble. Une lecture musicale à partir du précédent roman, Un loup pour l'homme, qui mettait en scène un appelé pendant la guerre d'Algérie. Et Bastien avait créé une partition musicale et deux chansons inédites qu'il a reprises sur son dernier album. Dans ce livre, Un loup pour l'homme, donc c'est Sidi Bel-Abbès, alors c'est Antoine. Oui, le personnage s'appelle Antoine. Et le personnage, c'est un peu votre père. Et pour un mot sur ce livre qui illustre complètement ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au rôle de la littérature et la manière dont on écrit, c'est inspiré de la vie de votre mère et de votre père. Votre père qui réussit à être infirmier au lieu de porter les armes pendant la guerre d'Algérie, et votre mère qui le rejoint. Qui le rejoint, voilà. Ils sont héroïques tous les deux. Bon. En quelque sorte. Ils ont choisi, en tout cas, ils ont été libres. Bon. Aujourd'hui, même chose. Alors, je reviens aussi sur la manière dont vous travaillez. Il y a des fils dans votre façon d'écrire et dans les situations que vous écrivez. Et je vous le disais avant l'émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à Livio, mais il y a un Olivio dans un texte précédent, et il y a un Olivier aussi dans un autre texte. Donc on a l'impression que c'est autrement dit, comment est-ce que je trouve mon identité, soit dans ma solitude, soit dans mon cercle familial, soit dans des cercles un peu élargis comme peut-être l'école. Et c'est le cas aujourd'hui avec Jour de courage, publié chez Flammarion, qui est votre éditeur aujourd'hui de référence. Où êtes-vous allé chercher cette histoire ? Parce qu'effectivement, cet institut de sexologie créé au début du XXe siècle en Allemagne
quand on regarde, c'est pas évident, ça n'apparaît pas tout de suite dans l'histoire. Oui. J'ai découvert l'existence de cet extraordinaire médecin Magnus Hirschfeld en faisant des recherches juif allemand, en faisant des recherches sur les autodafés nazis. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, m'intéresse beaucoup en ce moment la destruction par le feu, ou pas par le feu, mais de la pensée, du langage, de ce qui nous élève en tant qu'être humain. Et au cours de ces recherches, j'ai découvert Magnus Hirschfeld qui a été le premier médecin sur Terre à étudier la sexualité sur des bases scientifiques. Il était d'ailleurs appelé le Einstein du sexe, c'est assez drôle comme expression. Et il a créé en 1919 à Berlin, donc il y a pile un siècle, un institut de sexologie dans lequel étaient reçues des personnes pour des raisons de contraception, pour des questions de maladies sexuellement transmissibles. C'est quelqu'un, Magnus Hirschfeld, qui a vraiment œuvré pour l'égalité homme-femme, donc quelqu'un d'absolument féministe avant l'heure, si on peut dire, et qui a combattu toute sa vie pour la défense des droits des homosexuels. Et à l'intérieur de cet institut, il avait réuni une immense bibliothèque, environ 20 000 volumes, environ 350 000 photographies. Donc c'était un lieu aussi qui permettait d'accueillir des gens simplement pour consulter des ouvrages. Et c'est cette bibliothèque qui a fait l'objet d'un des premiers autodafés nazis. C'est cette bibliothèque qui périt en partie, ajouta Livio, après avoir repris son souffle, dans un bûcher que les nazis érigèrent sur un trottoir de Berlin le 6 mai 1933. Oui, c'est fou le genre de choses qu'on peut faire quand on est traversé par la haine, s'entendit-il ajouter de façon totalement improvisée. Livio stoppa les élèves qui commençaient à noter et précisa qu'il reviendrait sur l'autodafé puisque c'était le sujet principal de la matinée. Il leur demanda de ne pas se précipiter, ce n'était pas tant les livres au feu qui l'intéressaient, mais comment et pourquoi ils y étaient arrivés. Comment et pourquoi ? Comment et pourquoi les livres étaient arrivés au feu? En fait, ce qui s'est passé quand... donc là, on est dans le cadre d'un exposé qui est fait en classe de terminale, en cours d'histoire, par un garçon qui a 17 ans, qui s'appelle Livio, qui a décidé de faire un exposé sur les premiers autodafés nazis, mais qui prend un angle un peu particulier. Cet angle un peu particulier, c'est de raconter ce premier autodafé et l'histoire de Magnus Hirschfeld. Il faut savoir que quand les nazis, tout le monde le sait, sont arrivés au pouvoir, ils ont essayé de faire régner ce qu'ils ont appelé, d'éradiquer ce qu'ils ont appelé l'esprit non-allemand. Et pour éradiquer cet esprit non-allemand, ils ont mis en place un service de propagande dirigé par Goebbels, assez efficace, et qui a eu comme visée d'aller trouver dans des bibliothèques, dans des librairies, bibliothèques universitaires, dans tous les endroits dans lesquels il y avait des livres, les livres qui n'étaient pas conformes à la pensée de l'époque. Donc des livres trop juifs, des livres trop communistes, des livres trop intimes, trop psychanalytiques, trop poétiques, qui faisaient trop appel à l'imaginaire. Et, on voit quelques images. Et la propagande a été, hélas, très efficace. Vous réussissez dans votre livre quelque chose de très intéressant pour le lecteur, c'est-à-dire que le lecteur va assister à une heure de cours d'histoire, et a devant lui Livio, qui est ce lycéen de terminale, qui fait donc son coming out, comme on dit. Alors après, où est Livio aujourd'hui? On ne le sait pas forcément. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce détour-là? C'est intéressant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Livio choisit de passer par ce détour-là? Alors c'est difficile de l'expliquer parce que je ne suis pas sûre. C'est une superbe idée. Je trouve que la proposition de nous mettre devant Livio faisant son exposé, avec la trouille qui va avec où je mets les pieds, quoi. Alors, m'intéresse beaucoup ce qui se passe dans une salle de classe. Parce que pour moi, une salle de classe, que ce soit au collège ou au lycée, on est déjà dans une micro-société. Et il y a tout un tas de types d'énergie qui
qui sont assez étonnantes, où on se rend compte qu'il y a à la fois de l'hostilité, il y a de l'humour, il y a de la drôlerie, il y a de l'ennui, il y a de la stupidité, il y a absolument tout, comme à l'échelle d'une société. Et ce jeune garçon va parler de Magnus Hirschfeld et de ce premier autodafé. Je crois qu'il ne sait pas au départ qu'il va faire ce qui ressemble à un coming out. Et ce qui m'intéressait, c'était l'idée du coming out sans jamais dire je, c'est-à-dire de marcher dans les pas d'un aîné, de quelqu'un qui a vécu un siècle avant lui, qui a eu ce courage de s'opposer à son époque, de s'opposer au pouvoir, de s'opposer à la pensée dominante, même si le Berlin des années 20 était un Berlin où il y avait des cabarets, où il y avait une vie parallèle tout à fait possible et assez joyeuse. Et finalement, ce courage, il le trouve parce que cet homme-là, Magnus Hirschfeld, avait été un véritable résistant qui avait osé aller très 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 loin dans sa façon de défendre ce en quoi il croyait. Une des particularités de Magnus Hirschfeld, c'est qu'il avait combattu le paragraphe 175 du code pénal allemand, qui était le paragraphe qui pénalisait l'homosexualité. Et qui a encore servi après-guerre. Jusqu'en 1994, c'est quand même pas tellement longtemps, mais dans une mesure quand même moindre, qui est le paragraphe qui a permis aussi la déportation de pas mal d'homosexuels en Allemagne. Et pour lutter contre ce paragraphe 175, il avait réuni à l'époque une grande pétition dans les années 20. Et cette pétition avait été signée par les plus grands intellectuels de l'époque. Il y avait Einstein, il y avait Freud. Il y avait Zweig, il y avait Thomas Mann, il y avait Émile Zola, ce qui est finalement assez prodigieux. Alors, je lisais, je retrouvais l'un de vos livres, J'apprends, 2006, 2007 7, je crois. 2007. Non, 5. 5. Vous écrivez depuis très longtemps. Et vous écrivez dans ce livre-là, à l'école, rien n'est grave. Le carré a 4 côtés égaux, le cercle se dessine avec un compas, 1 mètre égale 100 cm. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle, Arthur Rimbaud. Dans cette école de 2005, rien n'est grave. Dans ce lycée de 2019, tout est grave. Oui. Qu'est-ce qui explique ce retournement? Alors, ce rien n'est grave. C'est petit, hein? On est plutôt sur un cours préparatoire, Ouais. c'est-à-dire l'éblouissement qui s'empare de la narratrice quand elle apprend à lire et à écrire. C'est-à-dire quand tout à coup le monde se déploie devant elle et quand elle fait cette expérience fabuleuse entre toutes de pouvoir se dispenser des adultes pour lui dire le monde. C'est ça la lecture et l'écriture, c'est la première expérience de la liberté. Mais dans J'apprends, à la fin de ce roman écrit en 2005, ce qui est grave, c'est que ce que cherche cet enfant à l'école, c'est qu'on lui parle de la guerre d'Algérie. Déjà ce lien avec l'histoire. On lui raconte tout, elle va apprendre tout, elle va apprendre la banquise, elle va apprendre les animaux, elle va apprendre l'eau qui bout à 100 degrés, elle va apprendre absolument les mathématiques, la poésie. Sauf une seule chose qu'elle voudrait apprendre, c'est ce qui s'est passé réellement pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est déjà le début de quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi Livio est à ce point incompris? Dans sa salle de classe. Dans sa salle de classe. Alors, et dans sa famille. Dans son groupe. Quoi. Dans son groupe. Ça, je l'ai observé beaucoup. C'est très compliqué, de toute façon, dans un groupe, comme vous savez, d'être différent. Le fait d'être différent, que ce soit de par... Mais je me dis, en 2019, on est encore aussi réfractaire à la possibilité de l'homosexualité? Dans certains milieux, oui. Et au moment de l'adolescence, il me semble que c'est un moment qui peut être pour les garçons, un peu moins pour les filles, mais qui peut être extrêmement périlleux parce qu'il représente une menace pour les autres. Et le fait que Livio parle de cet institut de sexologie, il va assez loin. Il est assez courageux puisqu'il va parler de ce qui s'est passé dans cet institut, à savoir c'est là qu'a eu lieu la première opération de changement de sexe. C'est le fameux peintre Lili Elbe qui, voilà, un film a été réalisé il n'y a pas si longtemps. Il va parler de la théorie du troisième sexe, il va parler d'un film muet qui a été tourné en Allemagne qui s'appelle
anders als die anderen, ça veut dire différent des autres. Il va les emmener assez loin, il va expérimenter tout cela avec eux. Il n'a pas vraiment prémédité, il ne sait pas jusqu'où il va aller. Et puis tout à coup, il se rend compte que certains sont bienveillants, que certains vont le défendre, que certains l'écoutent, que d'autres sont vraiment calés au fond et qui sont dans une indifférence absolue. Mais il y a 2 garçons qui vont être vraiment heurtés par la parole de Livio et qui vont se sentir menacés dans leur intimité au moment où Livio va dire quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que dans cet institut de sexologie créé par Hirschfeld à Berlin en 1919, il y a évidemment une liste sur laquelle tous les patients sont, il y a un registre avec le nom de tous les patients. Et quand les nazis vont se procurer ces listes, c'est parfait ensuite pour régler des comptes. Ils vont se rendre compte qu'il y a pas mal de dignitaires nazis qui étaient des patients de l'Institut. Donc là, c'est quelque chose qui va directement faire violence à certains garçons qui sont plutôt des gros bras extrêmement, qui sont homophobes simplement, faut prononcer le mot. Je voudrais vous montrer un document qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a des tutos qui permettent d'expliquer comment on fait un coming out. Regardez ce qu'on a trouvé sur YouTube. Mon Dieu. Il faut bien avoir conscience qu'à partir du moment où vous décidez d'affirmer qui vous êtes, la majorité du lycée, voire la quasi-totalité du lycée, sera rapidement au courant. Le coming out est certes un choix qui t'appartient, mais dès lors que tu prononces les mots « je suis moi » en l'occurrence, cette information devient publique et les gens vont forcément en parler. C'est pourquoi il faut être bien sûr de toi avant de faire ton coming out. Il faut que ce soit réfléchi et il faut que tu sois certain d'avoir envie de le faire. Vous savez comment ça fonctionne. Au lycée, les gens parlent entre eux et se nourrissent du moindre petit ragot. Il est essentiel de savoir qu'au lycée, les gens, pour la plupart, attention, je ne fais pas une généralité, les gens sont immatures et méchants. Ils se nourrissent du moindre petit ragot, ils vont parler entre eux. Alors il faut bien avoir conscience qu'il y a des gens qui n'accepteront pas. Il faudra assumer qui tu es. À partir du moment où tu as décidé de faire ton coming out, tu as décidé d'assumer aux yeux du monde qui tu es. Donc il faudra assumer même en face de tes détracteurs. À présent, j'en viens à l'entourage, à ta bulle personnelle. Que ce soit dans le premier cas de figure ou dans le second cas de figure, il faut être bien entouré. C'est essentiel. Il faut que tu sois entouré d'un ou d'une amie en qui tu peux avoir confiance. Et je te souhaite, toi qui me regardes et qui n'as pas encore fait ton coming out, d'être entouré de gens compréhensifs, bienveillants, d'une famille qui accepte, car c'est une chance. C'est l'illustration de toute la problématique de Jour de courage. Oui. Et Camille, qui est l'amie de Livio, passe à côté et se rend compte d'un seul coup, à l'occasion de cet exposé, que Livio lui dit quelque chose qu'elle n'avait pas forcément imaginé. Oui, c'est très intéressant ce petit film parce que ce que j'ai pensé faire dans Jour de courage, c'est essayer de resserrer la focale très près autour de ce que serait un coming out. Ce qu'est un coming out pour la personne qui se révèle, c'est en effet accepter de modifier tous les types de liens et toutes les relations qu'il a avec tout son entourage, avec sa mère, avec son père, avec ses frères et sœurs, avec tous ses camarades de classe, avec ses enseignants, avec les autres membres de sa famille. Ça veut dire que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et ça veut dire aussi que chacun des personnes de l'entourage va devoir reconsidérer aussi la personne. C'est vraiment, et je crois qu'on y pense assez rarement. Et là, dans Jour de courage, en effet, Livio est en lien quasiment amoureux avec Camille, qui est une fille de sa classe. Ils sont dans une relation fusionnelle, comme c'est souvent le cas à cet âge-là. Et quand il est sur l'estrade en train de parler de Magnus Hirschfeld, elle commence à comprendre. Et elle commence à comprendre que ce garçon qu'elle aime, avec qui elle passe toutes ses soirées, une grande partie de ses week-ends et de son temps libre, elle comprend que ce garçon que l'amour lui sera interdit. Donc c'est aussi un roman qui parle d'une fille qui aime un garçon inaccessible.
Camille a regardé Livio avec des yeux nouveaux. Elle n'a pas compris pourquoi il lançait cet appel à l'ensemble de la classe. Pourquoi ne lui confiait-il pas la tâche? N'avait-il pas confiance en elle? Ne la pensait-il pas à la hauteur? Elle, en présence de qui il rédigeait le plus souvent ses dissertations, elle dont il savait le regard aiguisé et perspicace. Parmi ses livres, il y avait ceux écrits par Hirschfeld comme L'âme et l'amour, Le corps et l'amour ou Le tour du monde d'un sexologue, tous épuisés dans leur traduction française, ce qui n'avait pas l'air d'attrister les adolescents, sauf Marion peut-être qui haussait les sourcils bizarrement, mais que chacun pouvait trouver à la bibliothèque municipale de Lyon si l'envie lui en prenait, seulement en consultation sur place, c'est-à-dire attaché sur une chaise, comme le précisa Livio, en mimant la situation. Vous habitez Lyon, hein, soit dit en, soit Oui, dit en je fais passant. allusion, voilà, mais ça aurait pu se passer dans n'importe quelle autre ville. Mais là, il y a Camille qui se sent complètement trahie, ce que vous... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle comprend petit à petit, et en fait, c'est quand on ne veut pas entendre, quand on ne veut pas comprendre, on peut mettre un certain temps pour finir par voir ce qu'on a sous les yeux, parce qu'elle aurait pu se rendre compte bien avant. Mais c'est très difficile quand on est adolescent de faire la différence entre l'amitié fusionnelle et l'amour. Voilà, même si Livio s'est dérobé plusieurs fois, et il n'a pas osé dire ni à elle ni à ses parents. Il y a un moment très fort dans votre livre, je vais vous le lire dans une seconde, mais je voudrais vous faire vous écouter en 2007, alors que vous étiez déjà sur Des mots de minuit. Écoutez, et je vous poserai ma question après. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la solitude qu'on peut éprouver tout en étant avec l'autre. La solitude à l'intérieur de la famille, la solitude à l'intérieur du couple, des dialogues qui en fait ne sont que des monologues. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'idée du passage, le passage entre l'avant et l'après, entre le jour et la nuit, entre comment on se parle, mais comment l'un émet quelque chose, l'autre ne comprend pas, comment chacun est... Voilà, c'est vraiment une histoire de solitude, une histoire de regard et d'attente. Et je pense que dans le couple notamment, les deux sont rarement au même, sont rarement dans un même état, dans un équilibre. Ce qui m'intéresse aussi et ce qui m'intrigue profondément, ce sont les hommes en fait. Et c'est vrai que mon premier texte est un jeu au masculin, et c'était aussi une façon d'explorer, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un homme. Vous avez compris à qui, mais non, mais c'est passionnant de jamais pouvoir comprendre, à qui on a dit quand ils étaient petits qu'il ne fallait pas pleurer. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui moi me passionne, ce qui me passionne et ce qui m'intrigue chez les hommes, c'est cette idée de virilité, féminité, violence, fragilité. Voilà. Vous êtes cohérente, hein? C'est l'obsession. Je suis obsessionnelle, plus que cohérente. Ouais, obsessionnelle. Il y a un moment dans votre livre que je trouve magnifique. Livio est chez lui. Il entendait la télévision de l'autre côté de la cloison, mais il sentait comme il décrochait de plus en plus inaccessible. Et il comprenait, en entendant la ferveur qui animait les spectateurs de l'émission de divertissement, qu'il lui faudrait quitter cette maison. Il pleura comme le fait un garçon de 17 ans qui se sent devenu étranger, comme méconduit après avoir essayé d'être moins seul, la solitude, hein, vous en parliez il y a une seconde. Il entendit sa mère qui marchait dans le couloir, le bruit de ses mules approcher, puis ses pas se diriger vers la salle de bain où elle allait se brosser les dents avant de se coucher, rien de plus que cela. La vie ordinaire et terrifiante, répétée chaque jour, qui le laissait désormais hors champ. Livio voulut prendre le livre de Verlaine comme la seule consolation possible, mais il n'était capable de rien. Il feuilleta sans lire vraiment, la peur occupait toute la place. Il avait lu récemment sur Facebook que la police tchétchène avait demandé aux parents de tuer leurs enfants gays. Il ne pouvait oublier cette phrase, il ne bougeait pas, blotti sous le drap. La mère de Livio aurait pu être la dernière chance. Comment était-ce possible qu'elle n'ait rien vu? Comment pouvait-elle traverser un couloir, considérer son visage dans le miroir de la salle de bain, se démaquiller à quelques mètres de la chambre de son fils, sans comprendre qu'elle venait de partager avec lui sa dernière soirée? Qu'est-ce qui encombrait à ce point son cerveau? Et ensuite, vous posez la question, non pas de l'homme, mais de la mère, de la femme mère, là, pour le coup. Je trouve que c'est le moment le plus spirale, dans le vortex, je pensais tout à l'heure, c'est là où on voit que Livio va tomber, quoi. C'est un moment ouf. Oui, parce que là, on est dans l'intimité de la famille. Il y a quelques scènes qui se passent
autour de la table de la cuisine, qui se passe dans le couloir, qui se passe aussi devant la télévision, où à un moment, Livio essaye de regarder un match de foot avec son père, alors qu'il n'aime pas le foot. Son père maçon, hein, Voilà, son père est maçon, enfin il dirige une équipe de maçons. Et à un moment, il s'approche du père en se disant, je vais regarder, c'est Allemagne-Italie pendant la Coupe du Monde 2016, mais peu importe, Coupe d'Europe. Et là, Livio essaye d'entrer dans une sphère un peu complice avec le père, se dit qu'ils pourraient peut-être boire ensemble leur première bière, etc. Et puis là aussi, on est dans deux solitudes. Le père qui est dans son match, qui commence à avoir des mots de plus en plus violents face à ses joueurs qui jouent comme des chèvres, puis comme des nazes, puis comme des pédales, le mot arrive. Et l'enfant qui est l'enfant, enfin l'adolescent qui est différent, à ce moment-là, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il va reprendre ce vocabulaire à son compte simplement pour plaire au père. Donc ce qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est le rapport à la soumission, la peur de décevoir, la peur d'être trahi par ses proches, la peur de ne pas être aimé, c'est toujours les mêmes angoisses qui habitent les êtres humains. Et là, en effet, qu'est-ce qui fait que la mère ne voit pas parce que la mère est préoccupée par son travail, par sa vie, On comprend ce qui vous fait écrire, hein. Et les deux d'ailleurs, Trump, Bolsonaro, la forêt qui brûle ou qui brûle plus ou pas plus que les autres années, enfin tout ça est étonnant. Dernière question, pas du tout étonnant, c'est pas du tout étonnant, c'est juste quoi. C'est juste par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Peut-être une dernière question sur la littérature à tous les deux. Brigitte Giraud, depuis toujours, vous écrivez plutôt à l'os. Donc plutôt court. Enfin, quand je dis court, c'est-à-dire la phrase est courte. Vous, Vincent, vous écrivez dans le descriptif, dans le détail, dans la phrase longue. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce choix d'écriture, cette manière que vous avez d'écrire ? Est-ce que vous écrivez, je me posais la question en comparant vos livres, je me disais, est-ce que vous retravaillez beaucoup sur ce que vous écrivez? Est-ce que vous laissez venir ce flot, qui est un flot magnifique, hein, c'est balsacien parfois, mais comment est-ce que vous réglez cette question du mot qui vient ou qui ne vient pas, de la relative qui vient ou qui ne vient pas? Il y a la longueur de la phrase et puis il y a la longueur des livres. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une phrase. C'est-à-dire que je pense que ce que j'écris s'adapte vraiment à ce que les personnages sont en train de vivre. Donc, Cora est en retard à un concert, elle court gare Saint-Lazare, elle essaye de slalomer entre les dos des gens vêtus de manteaux d'hiver, etc. La phrase va être haletante, il se peut qu'elle soit assez longue, comme une course qui ne s'arrête pas. À l'inverse, il y a une conversation assez posée où les gens, comme ça, échangent des arguments, tac-tac, dans un aller-retour, une sorte de ping-pong. La phrase va devenir courte. Sur la longueur du livre, là aussi, je n'ai pas vraiment de règles en tête. Je pense que ça va s'adapter à chaque projet. En ce qui concerne Cora dans la spirale, c'est un livre assez long, effectivement, parce que j'avais le sentiment que ce monde de l'entreprise de service, il est vraiment sous-représenté en littérature. Il est assez méconnu. C'est-à-dire c'est la réalité que vivent des dizaines de millions de gens au quotidien, mais ceux qui n'y sont pas comprennent pas toujours comment ça marche. Et d'ailleurs, il y a des lecteurs qui me disent « Ah oui, j'avais jamais pensé à ce que ça fait de travailler dans une tour, par exemple, ou de travailler en open space, ou d'avoir ce type de mode de transport. » Et donc, du coup, je pensais que la précision et le détail étaient importants parce qu'ils viennent aussi révéler l'ampleur de la pression qu'on subit. Et donc, on comprend mieux ensuite ce qui arrive aux personnages quand on sait ce qu'ils vivent, non pas seulement voilà, les grandes lignes de leur trajectoire, mais aussi la texture concrète de leur quotidien. Alors moi j'ai l'impression que dans mes 2 derniers livres, les phrases sont de plus en plus longues. C'est pas une question de longueur de phrase. Non, mais ça dépend, ça dépend vraiment de la scène que je suis en train d'écrire. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Il y a notamment, je pense à deux scènes, celle du pillage de l'Institut et des 2 autodafés où j'ai eu l'impression d'être vraiment dans un récit et d'avoir des phrases qui prennent à bras-le-corps, si on peut dire, cette puissance de feu et cet effroi. Et il y a aussi une scène familiale, la scène de l'anniversaire avec ce moment aussi qui est effroyable, où il y a un jeu dont je ne parlerai pas, mais
où il y a de la complicité sur le dos de celui qui souffre, où les phrases ont dû se déployer parce qu'un seul adjectif parfois ne suffisait pas. Donc ça dépend aussi de ce qu'il faut prendre à bras le corps. Merci à l'un et à l'autre d'avoir participé à cette première émission de cette nouvelle saison des bonnenuits.fr. Vous avez toutes les références bibliographiques. Donc on a parlé de Vincent Message, c'est Cora dans la spirale, c'est publié au Seuil. Nous avons parlé chez Grasset des Grands Cerfs de Claudie Hunsinger, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit, et Brigitte Giraud, J'apprends, non pas J'apprends, mais Jour de courage. C'est publié chez Flammarion. Et puis accessoirement, il y avait ce conseil de lecture sur Cadavre exquis, toujours chez Flammarion. Merci à l'un et à l'autre de nous faire une belle rentrée littéraire 2019. C'est très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie, notamment aux États-Unis. Il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Bon, on y va. Bonne émission. Et je lis un peu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance